Bonjour à tous et maintenant je m'adresse à ceux qui nous rejoignent donc par le moyen de la visioconférence pour vous parler, vous présenter en quelques mots la conférence de ce soir et surtout la conférencière. Vous savez que nous avons déjà consacré de nombreuses conférences au rôle de femmes célèbres dans l'arrondissement. Je pense à Olympe de Gouges, mais il y en a bien d'autres, connues ou moins connues. Notre arrondissement est riche de femmes remarquables. Certaines sont célèbres, d'autres le sont moins. Et donc, aujourd'hui, nous allons vous faire connaître, vous présenter, enfin nous, ce n'est pas moi, c'est Madame Marie-Joseph Conchon qui va vous présenter donc une personne dont le nom a pu vous accrocher, Marguerite Gaillard-Chambon. Et donc, nous allons voir qui est cette personne. Mais un mot simplement pour vous présenter notre conférencière, Marie-Joseph Conchon, qui est une juriste qui a fait sa carrière professionnelle dans le domaine de la communication, au ministère de l'Industrie, puis au ministère de l'Artisanat, et qui ensuite est allé, toujours dans le domaine de la communication, à la Cité de la Villette, et qui enfin a terminé sa carrière à l'école Supélec. Donc vous allez me dire, nous sommes bien loin évidemment, de Marguerite Gaillard-Chambon, mais ça, elle va nous le dire, et j'ai le plaisir de lui donner la parole. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le Président. C'est vraiment une très grande joie d'évoquer ici Marguerite Gaillard-Chambon, si près de la rue de Fleurus, où elle s'était installée en 1922, il y a juste 100 ans, à côté du Jardin du Luxembourg, au cœur de ce Paris universitaire et intellectuel qu'elle aimait tant. Dans ce quartier qu'elle n'avait en réalité pas quitté depuis son arrivée à Paris en 1900, elle avait alors 20 ans. C'est à la Mutualité Mathenon, au 82 boulevard du Montparnasse, qu'elle avait été admise pour préparer l'agrégation. 4 ans plus tard, devenue directrice de l'Institut Notre-Dame-des-Champs, elle habitera au 70 de la rue Notre-Dame-des-Champs, dans les locaux des Dames de Sion, puis au 20 rue du Montparnasse. Rue de Fleurus, au numéro 2, elle habitait au premier étage, au-dessus du café. Elle avait pour voisin Jean Guiton, de l'autre côté de la rue, juste en face, au numéro 1. Un peu plus loin, au numéro 27, Gertrude Stein, la célèbre mécène américaine de Picasso. La plupart d'entre nous avons fait la connaissance de Marguerite Gaillard-Chambon grâce à Genèse d'une pensée, le recueil des lettres que Pierre Teilhard de Chardin, son cousin, lui écrivait pendant la guerre de 14-18. Et puis, par les lettres de voyage, la première biographie, en quelque sorte, du père Teilhard qu'elle avait publiée après le décès de celui-ci à New York, le jour de Pâques 1955. Lorsqu'on lit ces lettres et que l'on se plonge dans sa biographie à elle, Marguerite Gaillard-Chambon, que l'on parcourt sa vie et son œuvre, on découvre une femme hors du commun, dotée d'une forte personnalité, l'alter ego de son cousin. Élève de Bergson, agrégée de lettres, grande éducatrice, militant pour le droit de vote des femmes, biographe reconnue par ses pairs, membre du jury féminin, elle était une femme de culture engagée, généreuse. Ce sont ces quelques aspects de sa personnalité dont j'aimerais vous parler. Je m'appuierai entre autres sur la brochure que le Comité féminin avait éditée en 1954 au moment de son cinquantenaire. La notice biographique de Claude Aragonès, le nom de plume de Marguerite Gaillard-Chambon, avait été écrite par elle-même.
Marguerite Théard-Chambon est née à Clermont-Ferrand le 13 décembre 1880. Son père était ingénieur de l'école centrale. Avec son épouse, il s'était installé tout près de la cathédrale de Clermont-Ferrand, dans un vieil hôtel Renaissance. C'est là que Marguerite est née, une maison occupée 2 siècles plus tôt par les parents de Blaise Pascal. Le père de Marguerite était davantage un homme de lettres qu'un homme d'affaires, et il s'était retrouvé ruiné. Marguerite, alors adolescente, avait partagé les inquiétudes de ses parents et redoublé ses efforts scolaires. Élève brillante, Marguerite a toujours été soutenue et poussée dans ses études par ses parents, tous les deux très cultivés. Par son oncle Xavier Théard-Chambon aussi, professeur de français à l'Université catholique de Washington, et son épouse Dorothée Lamon. Cette tante américaine tiendra un rôle important dans la vie de Marguerite. Avocat, le père de Dorothée avait été l'associé d'Abraham Lincoln dans l'Illinois et son homme de confiance à la Maison-Blanche. Marguerite voulait enseigner. Elle avait obtenu son brevet supérieur et préparé par correspondance le certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire. Son ambition était alors d'obtenir l'agrégation. À 20 ans, Marguerite quitte donc l'Auvergne, sa famille, ses 5 frères et sœurs et ses nombreux cousins. Marguerite était particulièrement liée avec sa cousine, Françoise Seyart de Chardin, l'aînée de 2 ans de Pierre. Toutes deux s'enthousiasmaient pour les philosophes, pour Platon, pour les grands prédicateurs, le dominicain Lacordaire, l'anglais Newman. Les 2 jeunes filles s'épaulaient et s'encourageaient dans leurs projets, leurs vocations. La vie religieuse pour Françoise, l'enseignement pour Marguerite. C'est intéressant de les observer sur leurs photos de famille, entourés de leurs frères et sœurs. On imagine bien la responsabilité qui pose sur les épaules de ces aînés de familles nombreuses. À gauche, vous voyez Marguerite, toute habillée en clair, qui pose avec Robert sur ses genoux. À ses côtés, Jeanne, Marcel et Alice. Cécile, la petite dernière, n'est pas encore née. À droite, François Seyart de Chardin pose au milieu de la photo avec Joseph, le plus jeune de ses frères, sur ses genoux, encadré au premier rang, à gauche par Pierre et Gabriel à droite. Au premier rang, Olivier, Albéric et Marguerite Marie, si proches de Pierre, puis plus tard de Marguerite. À Paris, Marguerite va préparer le concours, non pas à l'École normale de Sèvres, mais à la Mutualité Maintenon. C'est un cours préparatoire qui vient juste d'être créé, au 82 boulevard du Montparnasse. D'esprit chrétien et très recommandé par l'Institut catholique, il a un grand avantage. Il permet à ses élèves de commencer à enseigner tout en se préparant au certificat et à l'agrégation délivrée par la Sorbonne. Marguerite va y rencontrer Léontine Zanta et se lier d'amitié avec elle, une jeune femme qui, elle aussi, sort de l'ordinaire. À Besançon, elle avait défrayé la chronique en devenant bachelière S-lettres et S-sciences. Elle avait convaincu ses parents de venir passer sa licence de philosophie à la Sorbonne. Elle s'y était alors retrouvée l'unique étudiante inscrite. À la Mutualité, elle est chargée de l'enseignement des lettres, du latin et grec, de la philosophie. Elle prépare également un doctorat de philosophie et une thèse sur la renaissance du stoïcisme au XVIe siècle. Léontine Zanta deviendra ainsi la première Française à être docteur en philosophie. Sa soutenance de thèse en mai 1914, très commentée par la presse, la projettera sur le devant de la scène. À la Sorbonne, en 1901, Marguerite suit les cours de littérature de Gustave Lanson, les cours d'histoire et de philosophie moderne de Lucien Lévy-Bruhl. Elle suit les conférences de philosophie de Gabriel Séal. Gabriel Séal, le professeur de Léontine Zanta depuis ses débuts à la Sorbonne. Il est entouré d'une grande aura. Normalien, agrégé,
Il est l'auteur d'une thèse sur le génie dans l'art et d'un magistral Léonard de Vinci. Il est un enseignant engagé. Défenseur de Dreyfus puis de Zola, il a été l'un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme en 1898. Marguerite suit aussi les cours de pédagogie d'Émile Durkheim, le fondateur en France de la sociologie moderne. Mais surtout, Marguerite, sans doute encouragée par Léon Tinzanta, va suivre les cours d'Henri Bergson au Collège de France. Un éblouissement pour la jeune provinciale. On se ruait au Collège de France pour entendre Bergson. Sans un papier devant lui, de sa voix fluette, il déroulait un fil de lumière. Le vendredi, à 17 h, ils seront de plus en plus nombreux, comme Marguerite, à se retrouver dans la salle numéro 8 du Collège de France et à témoigner du même éblouissement. Parmi eux, Gabriel Marcel, les frères Tarot, Anna de Noailles, Charles Péguy, Raïssa et Jacques Maritain, Ernest Psicari, le futur auteur du Voyage du Centurion. Bientôt, ils devront arriver de plus en plus tôt pour être sûrs de trouver une place, pour ne pas manquer cette invitation au voyage au plus profond de leur esprit, de leur intelligence, comme en témoigneront les frères Tarot. Les Maritains, ainsi que Psicari, ont été attirés au Collège de France par Charles Péguy, ancien élève de Bergson-Rudin. À 28 ans, Péguy est leur grand aîné et vient en voisin. Sa nouvelle boutique est installée à quelques mètres, au 8 rue de la Sorbonne, où il publie les cahiers de la quinzaine. Le premier numéro est daté du 5 janvier 1900. Il a rompu avec l'Union socialiste, mais gardé son admiration pour Jean Jaurès, rencontré lui aussi rue du. 4 ans après la publication de l'Évolution créatrice en 1907, Bergson consacrera son cours du vendredi à l'approfondissement de l'idée d'évolution. Marguerite trouvera le temps d'aller l'écouter. En janvier 1912, dans les notes qu'elle prend, très synthétiques comme toujours, il est question du devenir de la substance, esprit, matière. Mais revenons à l'été 1904, lorsque Marguerite passe l'agrégation, en plein vote des lois anticongréganistes. Le 7 juillet, la loi venait de retirer aux religieux le droit d'enseigner en France. Un été de canicule, un été d'extrême tension pour Marguerite. L'année précédente, elle avait échoué à l'oral. Madeleine Clamorgan, la future Madame d'Agnelou, avait été reçue première des 5 lauréates. Elle aussi venait de province. Elle s'était préparée au collège Sévigné, l'autre cours préparatoire, au 10 rue de Condé, à côté de l'Odéon. Très anxieuse, Marguerite attendra le dernier moment pour aller chercher ses résultats. Elle est reçue seconde sur 6. À 23 ans, elle est enfin armée du diplôme le plus prestigieux pour s'engager dans le métier d'enseignante qu'elle a choisi. Dès le lendemain, elle prend le train pour rejoindre l'Auvergne et sa famille. À la fin de l'été, alors qu'elle a à peine eu le temps de souffler, alors qu'elle aurait tant souhaité faire un séjour en Angleterre, il lui est proposé de prendre la direction des études de l'Institut Notre-Dame-des-Champs. Cette école est créée dans l'urgence par les pères de famille des élèves de Sion, en accord avec les religieuses interdites d'enseignement. Elles vont leur louer l'immeuble du 61 bis rue Notre-Dame-des-Champs. Pendant l'été, un mur a été construit pour séparer la partie réservée à la congrégation et la partie réservée au pensionnat. C'est de leurs fenêtres que les religieuses vont assister à la rentrée des classes de leurs anciennes élèves. Tel est le contexte dans lequel Marguerite entreprend sa tâche. Il s'agit d'un défi. Faire que l'enseignement dispensé dans les maisons secondaires de jeunes filles de l'enseignement libre soit à la hauteur de celui offert par l'enseignement public.
La concurrence est rude, le climat tendu, inquiétant, sous haute surveillance. Les premiers mois de sa prise de fonction sont délicats. Les religieuses qui ont préservé leur congrégation et leur noviciat en France sont toujours présentes au 61 de la rue Notre-Dame-des-Champs. La tentation est grande pour elles de continuer leur œuvre comme si de rien n'était, sous couvert d'un encadrement académique officiellement laïque et d'un autre nom. Marguerite s'inquiète de cette tutelle et de ses conséquences pour l'avenir même de l'Institut. La note religieuse est affichée partout dans les programmes. Quelle sera la réaction des inspecteurs? Il y a des agents de police postés dans la rue tout le jour. Il est évident qu'on nous surveille, écrit-elle à ses parents. La vie est quelque peu monacale au 61 bis comme au 61 de la rue Notre-Dame-des-Champs. Si la nourriture est tout à fait acceptable, le logement de notre jeune directrice y est très spartiate. Une chambre qui n'a pour tout meuble qu'un lit, une table de nuit et une chaise. Un cabinet de travail au premier étage, où elle mettra un peu de confort avec un fauteuil et une petite bibliothèque. Tout cela ne l'empêche pas de prendre soin de ses tenues. Grande, élégante, charmante, elle a un sens inné de l'élégance. Marguerite devra attendre l'âge légal de 25 ans pour prendre la direction officielle de l'Institut et obtenir un peu de liberté pour développer enfin un enseignement et une pédagogie adaptés aux enjeux de l'époque. Madeleine de Neyoud connaîtra les mêmes difficultés à la direction des études de l'École normale libre. Elle en partira finalement pour créer sa propre école et développer une œuvre devenue aujourd'hui un modèle d'excellence. Dure tâche, souvent ingrate, parfois frustrante, et pourtant enthousiasmante pour ses brillants agrégés, engagés dans l'enseignement libre. Elle qui aurait pu entreprendre une carrière universitaire, libre de participer plus facilement à la vie culturelle et intellectuelle de leur temps. Une époque mouvementée, passionnante pourtant, pour des esprits ouverts comme les leurs. Elles vont s'y engager de toute leur énergie. Une grande maison récente de jeunesse m'absorba. L'éducation des filles bougeait. C'était un printemps intellectuel très attachant. Elle s'avançait vers les horizons élargis de la culture et ses prolongements par l'influence et l'action féminine dans le monde. Courageux, Nathalie. Je suis heureuse d'avoir pu servir dans ses rangs. À 33 ans, 10 ans après avoir pris en main la destinée de l'Institut, Marguerite va se faire bâtisseuse en pleine guerre. Les dames de Sion l'ont informée qu'elles reprendraient leur immeuble dès la fin du bail de location. Elle a trouvé un terrain à bâtir au 20 rue du Montparnasse, à côté de Stanislas. Elle est allée quelques jours en Belgique, à Anvers, visiter le Nouveau-Sion, qui accueille les élèves françaises qui ont préféré l'exil et y prendre des idées. Elle souhaite que sa nouvelle maison soit un modèle pédagogique et elle va le pousser au plus haut niveau. Voilà, cette maison du 22 rue du Montparnasse est aujourd'hui remplacée par un bâtiment intégré au collège Stanislas. Sur la photo prise dans son nouveau bureau de la rue du Montparnasse, lors de son installation en 1915, nous voyons une jeune femme songeuse, la plume suspendue, avant de se remettre à écrire. Elle semble sereine, et pourtant, intérieurement, quel sentiment d'insatisfaction, de doute sur la valeur de sa vie, de son action, que de questions sur les engagements, les choix qu'elle devrait faire. Elle n'est pourtant pas seule. Ses parents avaient quitté Clermont en 1907 et après quelque temps à Puteaux, s'étaient installés au 27 de la Villa d'Alésia dans le 14e arrondissement. Ses trois sœurs l'avaient rejointe à l'Institut, Jeanne et Alice comme enseignantes et Cécile comme élève. La rentrée d'octobre 1912 avait été marquée par les retrouvailles à Paris des cousins Teilhard-Chambon et Teilhard de Chardin.
Dans les lettres adressées à ses parents, Pierre dit son plaisir d'avoir retrouvé Villa d'Alésia, ce coin de Clermont de son enfance. De retour d'Angleterre, il habite au dernier étage de l'immeuble situé au 13 rue du Vieux-Colombier, à l'angle de la rue de Rennes. Il a 31 ans et a été ordonné prêtre le 24 août 1911 à Hastings, dans le Sussex, quelques mois après le décès de sa sœur Françoise, petite sœur des pauvres, à Shanghai. Françoise, cette cousine si proche de Marguerite, sa confidente. Pierre vient à Paris pour suivre ses études scientifiques. Marcelin Boule l'a accepté comme stagiaire dans son laboratoire de paléontologie humaine au Muséum d'histoire naturelle. Le début d'une aventure et de la recherche de toute une vie pour le jeune prêtre qui poursuit le long parcours de formation des jésuites. Marguerite est alors une directrice reconnue et introduite dans les milieux intellectuels parisiens. Tous deux parlent le même langage. Ils se comprennent d'emblée et s'intéressent à leurs projets respectifs. Pierre va suivre de très près la vie de l'Institut Notre-Dame-des-Champs. Il fait visiter le muséum et la galerie de paléontologie à ses cousines et à quelques professeurs de l'Institut. D'une excursion près de Bayeux en Normandie, il rapporte des fossiles. Il donne des conférences devant le corps professoral en mai 1913 sur le transformisme, une introduction à l'évolutionnisme. Le même mois, il assiste à la première communion. À la fin de l'année, il est invité à la distribution des prix. Il peut couronner Cécile, sa plus jeune cousine. Cécile qui fait sa joie et lui rappelle sa sœur Marguerite Marie lorsqu'elle se met au piano Villa d'Alésia. Dès lors, vont naître une amitié et une complicité intense entre Pierre et Marguerite. Une communion qui va durer toute leur vie. Pierre l'accompagne spirituellement. Marguerite, elle, l'encourage pour qu'il aille au bout de ses études scientifiques et de sa thèse de doctorat. Son ami Emmanuel de Margerie lui ouvrira les portes de l'Institut catholique. Léontine Zanta, celle de son salon de Neuilly. Toujours ils seront présents l'un et l'autre pour se soutenir, s'encourager à penser, à écrire, à agir. Le plus souvent à travers leur correspondance, pendant la guerre et puis lors des longs séjours de Pierre en Chine et aux États-Unis. En 1923, Marguerite entreprend une nouvelle étape de sa vie. Épuisée, elle avait quitté 2 ans plus tôt la direction de l'Institut Notre-Dame-des-Champs. Après plusieurs hospitalisations, elle avait passé l'été au Chambon, la maison familiale à côté de Murat, dans le Cantal, entourée de l'affection de ses proches. Elle avait eu la joie d'y retrouver quelques jours son cousin Pierre et son amie Léontine Zanta. Une maladie m'obligeant à réduire mon activité, j'entendis d'autres appels. Une saison en Italie fut mes grandes vacances. Elle avait ainsi poursuivi sa convalescence quelques mois en Italie. L'hiver à Rome, le printemps en Toscane. Elle en était revenue avec une pièce de théâtre. Celle-ci n'a pas été retrouvée. Et pourtant, elle avait été l'objet de tous les soins de ses amis. Léontine Zanta, dans son salon de Neuilly, en avait donné lecture devant Colette Hiver, chantre des écrivains féminins et membre du jury féminin. Il avait été question de contact avec Copeau au Vieux-Colombier et avec Lugnepo au Théâtre de l'Œuvre. De Sienne, je rapportais un court roman, moins inspiré par le couple étrange que j'y rencontrais que par le charme de la ville, suave et austère. Marguerite parviendra à publier ce roman, La loi du faible, en 1925 chez Calman Lévy. Il obtiendra le prix Monthyon de l'Académie française. Le livre est signé Aragonès, du nom d'une de ses aïeules qu'un de ses parents vient de lui faire découvrir, amie de Madame de Rambouillet, de Madame de Lafayette et de Mademoiselle de Scudéry.
Son ex-libris, Arabesque, représente sur fond de volcan un tilleul, des livres et un chapeau de soleil. Marguerite fera le choix de devenir professeur libre à Paris après avoir envisagé un temps un poste en Angleterre. Il avait même été question de l'Amérique. Elle va dès lors conjuguer l'écriture et l'enseignement, deux activités qui vont s'enrichir naturellement, mutuellement, au plus grand profit de ses élèves et de ses amis. C'est à ce moment-là qu'elle s'installe aux 2 rue de Fleurus, dans l'appartement loué par sa mère à la mort de son père et qu'elle partage avec sa plus jeune sœur. Elle a repris quelques cours à l'Institut Notre-Dame-des-Champs et puis surtout, elle a été sollicitée pour être secrétaire de l'Union des maisons secondaires de jeunes filles de l'enseignement libre qui vient d'être créée. Elle en a organisé le congrès fondateur en 1923. Elle a également été nommée directrice de Studia, la revue de l'Union. L'Union et Studia vont devenir le socle de son action d'éducatrice et l'engagement de toute une vie. Ces années vont désormais être rythmées, à côté de ses cours et des interminables corrections de copies, par le colloque annuel de l'Union et la parution de Studia. Marguerite va développer et transmettre une pédagogie toujours en recherche, tenant compte du réel, de l'état du monde et de l'actualité. Elle suivra de près les expériences pédagogiques anglo-saxonnes et européennes. Elle va s'emparer de la force de l'image et du cinéma, du théâtre, aussi bien que des nouvelles sciences émergentes. C'est le siècle d'Einstein et de Marie Curie. Le Palais de la Découverte est un lieu de choix pour s'immerger dans les nouvelles avancées de la science. Elle y entraîne ses enseignantes. Avec l'Union, elle n'hésitera pas à imaginer des collectes de fonds pour financer des bourses, des séjours sabbatiques, une caisse d'entraide au profit des enseignantes. Avec Studia et ses chroniques cinématographiques, théâtrales et littéraires, du début des années 20 jusqu'à la fin des années 50, c'est la revue époustouflante de 4 décennies de création artistique foisonnante. Pour ses élèves, Marguerite signe sous son nom de Teilhard-Chambon. Ainsi, en 1933, les romanciers du XIXe siècle, aux éditions de Gigord, l'éditeur de l'Union et de Studia, aussi à côté d'ici, au 15 rue Cassette, où elle dispose d'un bureau. Marguerite savait capter l'attention de ses élèves, leur offrir le meilleur d'elle-même, de son expérience et de sa culture. Marguerite n'est pas seulement la grande éducatrice et la femme de lettres familière des cercles littéraires. Elle est avant tout une femme de culture engagée. Cette culture, elle se devait d'être partagée. C'est tout le sens de sa participation aux équipes sociales de Robert Garrick, qui mettait en relation ouvriers et étudiants, ainsi qu'aux équipes sociales de malades, auxiliaires, avec leurs cours par correspondance. Dans Studia, elle reprend à plusieurs reprises sa réflexion sur le sens de la culture, sur la force et le privilège de la culture, sur la nécessité d'aider le plus grand nombre à y accéder. La culture en partage, mais aussi le travail et l'engagement civique. Marguerite, comme ses amis, se devait de participer à ce nouveau combat, l'accès des femmes à la vie professionnelle. Dans les années 30, elle s'était aussi engagée tout naturellement dans l'Union nationale pour le droit de vote des femmes. La nouvelle présidente en était Aimée de la Rochefoucauld. Lors de leur congrès d'études de 1933, en pleine crise économique et budgétaire, Marguerite avait été chargée de présenter et d'analyser le budget du ministère de l'Éducation nationale, chapitre par chapitre. Et il s'agissait de faire des propositions concrètes.
Marguerite poursuit son œuvre littéraire au gré des moments de liberté pris sur un emploi du temps surchargé. La découverte de son aïeule aragonaise avait été l'occasion pour elle de s'intéresser de plus près aux romans de ces femmes du XVIIe siècle. Je courus à la Nationale et à l'Arsenal pour explorer les romans précieux qu'on ne lit plus et qui furent les best-sellers de l'époque. La romancière Madeleine de Scudéry reste le principal témoin de la préciosité, œuvre des femmes qui inventèrent la politesse, la conversation et l'analyse des sentiments. Marguerite publiera sa biographie, Madeleine de Scudéry, Reine du Temps, chez Armand Collin en 1934. L'ouvrage sera couronné par le prix Monthyon, par le prix Marcellin-Guérin de l'Académie française. 1938 va être une année néfaste pour Claude Aragonès. Hachette publie en début d'année Marie d'Agoult, une destinée romantique, et la bonne presse, Madame Louis XIV, Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, en octobre. Marie d'Agoult, la muse de Liszt, inspire Marguerite et lui porte chance. Le résultat d'un travail de longue haleine commencé depuis plus de 10 ans. Le début d'une notoriété et d'une reconnaissance publique pour la femme de lettres qui reçoit le prix Femina Vaccaresco. Marie d'Agoult a bien la raison d'intéresser Marguerite et de la toucher. Elle nous l'est dit elle-même. Quand je lus la passionnante vie de Liszt par Pourtalès, j'eus l'impression que Marie d'Agoult était sacrifiée à l'irrésistible séducteur. Elle fut pourtant son grand amour et sa première inspiratrice. Sa destinée orageuse suit la courbe du siècle et passe du romantisme au positivisme. Son féminisme sans tapage, mais bien raisonné, fut le prédécesseur de celui qui triompha un siècle plus tard. Marguerite se penche avec la même sympathie et la même recherche de l'unité d'une vie sur le destin non moins exceptionnel de Françoise d'Aubigné. C'est l'éducatrice qu'elle met en avant avec admiration dans Madame Louis XIV, Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon. Marguerite reviendra sur le sujet après la guerre avec une pièce en 3 actes, Esther à Saint-Cyr, qu'elle offrira à ses élèves. Elle veut leur faire vivre dans les coulisses la préparation, les répétitions et les représentations de l'œuvre de Racine par les demoiselles de Saint-Cyr. Le dimanche 8 décembre 1946, la pièce sera jouée dans la grande salle Pleyel par les élèves de l'école normale catholique pour le 40e anniversaire de leur école. En 1946, Marguerite est cooptée pour rentrer au jury féminin. À 65 ans, c'est une reconnaissance, une consécration de son œuvre de femme de lettres. Une grande joie surtout, une respiration dans sa vie toujours contraignante d'enseignante. Malgré le travail accru par la lecture de l'intense production littéraire, une course après la montre avant chaque rentrée et l'attribution si convoitée des prix. Peu importe le surplus de travail, Marguerite aime lire. Ses élèves, ses lecteurs de Studia et ses amis vont profiter plus que jamais de sa plongée au cœur de la création et de l'actualité littéraire. Les réunions avec ces dames du féminin seront son grand plaisir. Elle y est à sa place, au milieu de ses pairs. Elle les connaît pour la plupart, des amis de Léontine Zanta, qui était entrée au jury en 1920. Marguerite va en quelque sorte prendre la succession de sa grande amie, qui est décédée en juin 1942. Elle retrouve avec plaisir Edmé La Rochefoucauld. Leur combat des années 30 pour le droit de vote des femmes a enfin abouti. Le général de Gaulle, par l'ordonnance du gouvernement provisoire de la République du 21 avril 1944, a fait des Françaises des citoyennes à part entière. En cette année 1946,
elles allaient pouvoir exercer leur droit de vote pour la première fois. À côté de la duchesse, Pauline Banda, dite Madame Simone, fait partie des fortes personnalités du jury. Romancière, auteure de théâtre, comédienne pendant 35 ans, elle avait pris la suite de Sarah Bernard dans le rôle de l'Aiglon d'Edmond Rostand. Épouse de Claude Casimir Perrier, le fils de l'ancien président de la République, elle avait été l'une des muses de son secrétaire, Alain Fournier, l'auteur du Grand Monde. Proche par lui et surtout par son cousin, l'écrivain Julien Banda de Charles Péguy, celui-ci avait fait plusieurs séjours dans sa propriété de Tri-la-Ville, dans l'Oise. Marguerite va aussi retrouver des personnalités comme Rosemonde Gérard, l'épouse d'Edmond Rostand, Judith Cladel, la biographe de Rodin, Camille Marbeau, la fille du mathématicien Paul Appel, amie de Marie Curie, Yvonne Brisson, la mère de Pierre, le directeur du Figaro, Germaine Beaumont, traductrice de Virginia Woolf, première femme lauréate du prix Renaudot en 1930. Parmi les dernières arrivées avec Marguerite dans le cercle de ces dames du féminin, l'historienne Agnès de la Gorce, l'auteur entre autres de Robert Hugh Benson, prêtre et romancier, dont Marguerite avait fait une recension élogieuse lors de sa sortie en 1928. La comtesse de Pange, arrière-petite-fille de Madame de Staël, sœur de Maurice et Louis de Broglie, prix Nobel de physique. Avec eux très jeune, elle avait partagé l'idée que l'ambition intellectuelle était un devoir. Quel aéropage! Quelle réunion de personnalités, de talents, d'expériences, d'œuvres et de combats menés parmi les nouvelles consoeurs de Marguerite dans ce comité. Elle va épuiser une énergie renouvelée. Elle s'amusera des recensions par la presse, des courses au prix littéraires et des délibérations de leur jury si souvent caricaturées. Ici, sa caricature dans un journal satirique entouré de ses amis. On reconnaît tout à fait à droite Aimée La Rochefoucauld et à ses côtés Madame Simone. Avant la guerre, fin juin 1939, avec son cousin Pierre, ils avaient eu le bonheur de traverser l'Atlantique ensemble à bord du Champlain. Elle partait sur les traces de son héros américain, Abraham Lincoln, dont sa chère tante américaine lui avait, adolescente, fait tant de récits. Elle visiterait les villes de l'Est, New York, Washington, avant de parcourir la Virginie, le Kentucky, l'Illinois. Elle allait aussi donner des cours d'été en Pennsylvanie, à l'université féminine de Rosemont, à côté de Philadelphie. Son cousin regagnerait la Chine, avec plusieurs escales sur les côtes est et ouest des États-Unis. Lorsqu'ils s'étaient quittés à New York mi-juillet pour entreprendre leurs différents périples, ils étaient bien loin de se douter qu'il leur faudrait attendre 7 longues années avant de se revoir. Pierre resterait bloqué par la guerre à Pékin. À la sortie de la guerre en 1945, Marguerite publiera aux éditions de Giga ses prises de vue américaines, le témoignage et le regard d'une femme de lettres qui aujourd'hui s'exprimerait sans doute à travers une caméra. Lincoln, héros d'un peuple, sortira 10 ans plus tard chez Hachette, en septembre 1955, dédié à la mémoire de sa tante Dorothée Lemon Teilhard. Il recevra le prix Thérouanne de l'Académie française, qui distinguait ainsi pour la 3e fois Claude Aragonès. C'est une des premières biographies françaises du président américain et elle est saluée par la presse. Marguerite est très sollicitée et enchaîne alors les réunions avec André Mauroy et André Siegfried. Les États-Unis intéressent et sont très présents dans l'actualité.
Le 1er décembre 1955, à Montgomery, en Alabama, une jeune couturière, Rosa Parks, a été arrêtée parce qu'elle avait pris place dans la partie du bus réservée aux Blancs. Un pasteur noir de la ville, Martin Luther King, a mené pendant plus d'1 an le boycott de ces bus et poursuit alors la lutte pour les droits civiques. Mais alors que Marguerite devrait se concentrer sur la sortie de son livre, sur la lecture des romans qui affluent rue de Fleurus pour le féminin, une urgence s'était imposée. Le 11 avril précédent, en ce dimanche de Pâques 1955, à 9h du matin, le téléphone avait sonné rue de Fleurus. Un télégramme des pères jésuites lui annonçait l'accident cardiaque de son cousin, fatal cette fois-ci, après sa première crise cardiaque en 1947. Dès lors, servir sa mémoire, son œuvre, était devenu sa priorité, son devoir d'État. « Qui me connaît sauf Margue » écrivait Pierre Teilhard de Chardin dans son journal le 14 février 1917. Clin d'œil du destin, la publication posthume du Phénomène humain, synthèse de la pensée de toute une vie du père jésuite, a lieu au même moment que la sortie de Lincoln, héros d'un peuple. L'été 1958, lors de la décade de Sorolzy, qui rassemble en Normandie le premier cercle des amis et des admirateurs de la pensée du père Teilhard, le témoignage de Marguerite et Archambault est très attendu. Elle s'est replongée dans les écrits et l'immense correspondance de son cousin, ce citoyen de l'univers. Elle ne le sait pas, mais le temps lui est compté. En septembre 1959, une dépêche de l'AFP annoncera la mort accidentelle en Auvergne de Claude Aragonès, membre du jury féminin. Elle revenait d'une réunion amicale, là encore, autour de l'œuvre de son cousin Pierre. Elle avait terminé l'introduction aux lettres qu'elle avait reçues de lui pendant la guerre de 14-18. Elles seront publiées sous le titre de Genèse d'une pensée par sa sœur Alice et son ami Max Bégoin en 1961. Elle venait de relire la traduction anglaise de ses lettres de voyage, 1923-1939, puis 1939-1955, publiées chez Grasset en 1956 et 1957. Témoignage de deux êtres d'exception. Merci de votre attention. Merci beaucoup, madame, pour cette présentation que vous nous avez fait découvrir. Alors, je pense que votre conférence a suscité bien des questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions? Mais il faut croire que ce que j'ai noté, c'est que la première sur cette question qui nous montrait qu'un milieu intellectuel féminin, pas forcément féministe, mais féminin, tout un rassemblement d'intelligence et de talent, finalement que nous avons un peu oublié, on s'imagine les hommes tout, et là on se rend compte que déjà depuis longtemps, vous devez pas laisser différentes évaluations de sa camarade de l'évaluation à l'éducation. Madame Danilo, oui, toutes ces femmes qui ont poussé l'éducation des filles au plus haut niveau. Voilà, je trouvais que c'était tout à fait passionnant. Alors, pas de questions, pas de remarques. Donc, alors, et sur Teilhard de Chardin et son rapport à part ces échanges, ces correspondances, est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que, par exemple, dans ses œuvres, à elle, on retrouve une influence? Oui, alors, oui, ils sont extrêmement proches. Ils ont été vraiment en communion toute leur vie. Ils étaient sur la même longueur d'onde. Ils avaient les mêmes formations. Marguerite a suivi les cours de Bergson. Elle a été plongée dans le test sur l'évolution.
Et puis, ce que je n'ai pas dit là, mais en fait, c'était des mystiques. C'était des mystiques. Pierre, Marguerite Marie, la sœur de Pierre aussi. Et en dehors de ses écrits, de ses biographies, Marguerite a écrit beaucoup de poèmes aussi, d'écrits poétiques, et qui semblent venir certains en écho au texte mystique de Pierre Teilhard. Elle a écrit notamment un texte qui s'appelle, un poème qui s'appelle Les Véroniques, un poème bouleversant à la sortie de la guerre, qui est un peu la réponse à l'éternel féminin de ce texte du père Teilhard qu'il avait écrit aussi pendant la guerre. Elle avait écrit aussi un poème magnifique qui s'appelle Les voiles du silence, qu'elle avait écrit en Auvergne, au Lioran, au cours d'une promenade où visiblement elle a une inspiration mystique et qui répond tout à fait au texte, aux pierres, aux écrits à la manière de Benson, qu'il avait écrit aussi. Donc, ces deux êtres, ces deux âmes sont vraiment en résonance. Et c'est une joie d'imaginer, de les voir traverser tous les deux l'Atlantique sur le Champlain à la veille de la guerre. Ils partaient chacun lui retourner en Chine pour suivre ses missions. Elle partait en voyage, mais elle travaillait, elle continuait à travailler. En fait, ces êtres n'ont pas arrêté de travailler. C'est des gens qui n'ont pas qui ont passé leur vie à écrire, à penser, à réfléchir, à transmettre, à donner. Aux États-Unis, elle va donner des cours d'été avant d'aller faire son enquête personnelle pour son enquête sur Lincoln, héros d'un peuple. Ouais. Et puis alors, une dernière question, vous nous avez parlé des deux derniers russes. Oui. Et il y avait ce café. Oui, il y a toujours ce café. J'en viens d'ailleurs, je me suis arrêtée avant de venir rejoindre ici. J'ai été prendre un chocolat au café de Florence. C'est un café qui est une grande tradition littéraire. Oui, tout à fait. Et donc, est-ce qu'elle. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que Marguerite aimait les cafés, parce que dans Prise de vue américaine, elle raconte son voyage aux États-Unis, encore avec un œil, vraiment un regard de cinéaste. Et elle raconte qu'après à Chicago, elle vient de voir le musée magnifique de Chicago. Et puis, elle fait ça en coup de vent parce qu'elle a très, très peu de temps. Et puis, elle dit, mais c'est merveilleux, c'est magnifique, mais il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui manque. Elle se dit, mais oui, il manque des cafés. Il manque le café. Le café, c'est des lieux où c'est le spectacle du monde. On est à la fois acteur et spectateur. Et Marguerite aimait les cafés. Bon, merci encore infiniment. Vous nous avez enchantés. Merci. Merci de votre accueil. Voilà. Merci. Et donc, au mois de février, à la prochaine conférence. Le livre, je vous montrerai. Ah oui. Alors, Madame Joseph Ponchamp a écrit ce livre qui raconte évidemment plus en détail la vie de ce personnage. Oui. C'est tout à fait remarquable et étonnant. Économie, écologie. Notre arrondissement est aussi très riche. Merci de nous en avoir aidé. Ouais. Avec le temps. Merci. Voilà. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.